Pendant que Gabriel García Moreno était en exil, la situation en Équateur ne s'améliore pas, puisque Urbina, qui ne voulait pas interdire les jésuites, cette fois-ci, a décidé de charger les religieux. Il a essayé de changer l'évêque de Guayaquil, qui est l'évêque le plus important du pays. Le Saint-Siège s'y est opposé. Alors, il a commencé un processus de démoralisation du clergé, tout simplement. Il a pris les couvents et il a mis des soldats dedans en disant qu'il n'y avait pas assez de casernes. Comme il avait le droit d'exequatur, c'est-à-dire de décider de qui étaient les religieux au niveau provincial, il va écarter tous les religieux intègres, tous ceux qui étaient contre son système de corruption généralisée. Et il va aussi s'attaquer au système éducatif. Il va changer d'abord les professeurs de séminaire. Il va y mettre des laïcs ou bien des religieux complètement à sa solde. Et via la presse, il va alimenter des abus contre les prêtres, contre tous les prêtres intègres. Voilà. Et en ce qui concerne les écoles, il va autoriser les élèves à ne pas aller en cours. Et évidemment, les gens vont commencer à monnayer leurs diplômes, il va y avoir des écoles qui ferment, donc ça va mener à un véritable abrutissement de la nation. Et au niveau politique, il va s'appuyer sur deux gouverneurs, Robles et Franco, qui vont le suivre partout, qui vont véritablement être ses relais, et ce sont deux personnes sur lesquelles il va s'appuyer pour organiser un vaste système de déportation dans les régions sauvages de l'est du pays. Alors, il va interner des gens, il va faire l'équivalent de goulag en gros. Et les journaux d'opposition qui sont très timorés, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème, vont le comparer au tsar. Alors surtout un journal en particulier va le comparer au tsar. Il n'y avait pas véritablement d'insulte, simplement une comparaison. Et ils vont être déportés donc, dans les régions du Napo, simplement pour avoir comparé Urbina au tsar. Voilà à peu près le climat dans lequel on se trouve à ce moment-là. Alors il va aussi brandir la menace du général Flores qui reviendrait, qui cette fois serait encore au Pérou, puis qui reviendrait, qui irait encore déstabiliser l'Équateur. Bon. Et alors, il va déporter comme ça des gens qu'il va taxer d'amitié ou de conspiration avec un projet assez fantaisiste de Flores qui reviendrait encore, qui repréparerait un retour en Équateur. Pour illustrer un petit peu cette période, on va s'appuyer sur le témoignage lors de l'éloge funèbre à García Moreno d'un Chilien, M. Chaparro. Il s'exprime par rapport à cette période. Je cite « C'était toujours la révolution, toujours la guerre civile et la guerre étrangère se disputant les lambeaux des cadavres sanglants, toujours la persécution de l'Église, l'usurpation sacrilège de ses biens, la proscription de ses ministres, la profanation de ses temples, la déportation de ses enfants, la banqueroute en permanence, le commerce anéanti, l'instruction publique transformée en poison corrupteur, tous les vices s'étalant au grand jour. En un mot, le règne du mal dans toute son horreur. » On se trouve maintenant en 1856 et García Moreno va revenir d'exil de Paris, va demander un sauf-conduit pour revenir au pays en sachant qu'il est quand même assez populaire. Et ce sera une erreur, hein, vous le verrez plus tard, puisque Robles va accepter une chose qu'il n'aurait certainement dû pas faire. Et García Moreno va revenir avec un certain prestige, la population ne l'a pas oublié. Et on va essayer de le choyer. Alors on va le nommer juge de première instance. Ensuite on va le nommer recteur d'une université scientifique. Mais tout ça était vraiment des calculs politiques de la part d'Urbina et de Robles pour essayer un peu de le faire entrer dans la société civile et qu'il oublie un petit peu la politique. Mais pour García Moreno, le fait d'avoir des charges publiques, c'est tout simplement pour lui une façon de préparer sa candidature, en tout cas son entrée en politique. Et pour ce faire, il va créer un journal, La Unión Nacional, donc j'ai pas besoin de traduire,
ce qui est vraiment très courageux, hein, puisque je vous ai déjà raconté cette histoire d'internement. Donc il est déjà de retour d'exil, et il n'a pas peur de l'internement, il ouvre un nouveau journal. Alors quel était son but? Son but était tout simplement de faire une coalition de tous les gens mécontents du pouvoir par rapport au pouvoir d'Urbina. Donc c'était un petit peu de faire une sorte de voiture bélier pour démolir Urbina. Donc souvenez-vous, c'est en 1845, Flores était tombé, on est 12 ans plus tard, et les élections sénatoriales vont se préparer, donc 1857. Garcia Moreno va être candidat, et Urbina, qui en a très peur, va essayer d'intimider les gens dans les bureaux de vote. Il va ramener l'armée, il va essayer d'insulter les gens qui essayent de défendre Gabriel Garcia Moreno. Et les gens vont se rebeller. Alors une majorité de jeunes, mais beaucoup de gens vont se rebeller. Il y a du sang qui va couler. Et Garcia Moreno va être élu au Sénat en tant que membre de l'opposition. Et pour juger de l'intégrité de Gabriel Garcia Moreno, je vais vous citer un extrait d'un discours qui justement parachevait l'élection après tous ces problèmes avec les soldats. Pénétré de cette vérité que l'union fait la force et que pour vaincre il faut énergie et discipline, le peuple de Quito a sacrifié sur l'autel de la patrie les germes de division qui fermentaient dans son sein. La nation entière enveloppant dans ses rangs enthousiastes, tous les citoyens distingués par leur probité et leur patriotisme s'est rendu aux urnes bien déterminés à exclure pour toujours du gouvernement le misérable tyranno qui nous a perdus. Avec de tels combattants, la victoire ne pouvait être douteuse. En vain les agents ministériels prodiguèrent-ils promesses et menaces, en vain les officiers de la garnison entourèrent-ils l'urne électorale, comme l'avant-garde de la violence et du désordre. En vain versa-t-on le sang du peuple cette fois encore fertilisa le champ sacré de la liberté. Le ministère a prouvé par ses mesures de rigueur et de vengeance qu'il avait conscience de son impopularité. Le peuple, au contraire, en opposant une invincible fermeté aux provocations d'une soldatesque arrogante, a montré que pour vaincre des ennemis acharnés, l'union suffit sans qu'il soit besoin de sortir de la légalité. Qu'il forme un corps solide et compact, et nul tyran ne pourra le subjuguer. Les gouttes de pluie dispersées dans les champs sont absorbées par la terre où s'évaporent les rayons du soleil. Rassemblées au contraire, elles forment un torrent impétueux dont la force irrésistible brise tous les obstacles. Ainsi, une nation bien unie s'avance d'un pas rapide dans le sentier que lui ouvre la main de... On va retrouver Garcia Moreno faisant partie de l'opposition, et évidemment, comme il est à la tête d'une coalition, il ne va pas avoir une grande marge de manœuvre, il va se concentrer sur l'essentiel, et en tout cas, il va se donner comme minimum de défendre au moins les droits de l'Église. Il va, pendant cette petite période, principalement s'occuper de trois choses. Une qui va pas forcément mal se passer parce que qui va pas forcément bien se passer parce que la loi ne va pas être votée. C'était une réforme sur l'instruction publique où il avait essayé d'améliorer un petit peu les choses, mais ça n'a pas été voté. Une autre où ça a bien réussi, c'est sur l'impôt de capitation, c'est-à-dire que c'était un impôt qui avait été un petit peu forcé pour les indigènes, à l'époque où, avant Urbina, on voulait trouver de l'argent facile du côté du gouvernement. Donc il avait une telle éloquence que l'impôt a été enlevé sur le champ après son discours. Et la troisième chose sur laquelle il a été assez actif, ce qui est assez remarquable, c'est son combat contre la franc-maçonnerie. Alors il va être tellement éloquent, encore une fois, en sachant que la plupart, en tout cas beaucoup de personnes qui siégeaient en face de lui faisaient partie de la franc-maçonnerie. Donc il va réussir à convaincre les votants de passer cette loi, donc c'est la loi du 13 novembre 1857, et qui va dire ceci, texte de loi: la religion catholique étant la religion de tous les citoyens,
la seule reconnue par la Constitution, on ne peut sans inconséquence admettre la création de sociétés irreligieuses. Cependant, comme par négligence ou connivence, on a laissé s'introduire à l'Équateur des sociétés secrètes d'un caractère notoirement irreligieux. Le Congrès décrète la dissolution des loges maçonniques et autres associations réprouvées par l'Église. Je répète, le Congrès décrète la dissolution des loges maçonniques et autres associations réprouvées par l'Église. Le texte est passé, mais évidemment, alors il sera retiré, il y aura une sorte de dédale administratif. Tout le monde va se déjuger, et puis en véritable Torquemada, là pour une fois, ils vont finir par statuer et dire qu'en réalité, les sociétés secrètes n'ont aucun caractère irreligieux. Donc c'est véritablement de se moquer du monde. En ce qui concerne la situation géopolitique, la situation est très mauvaise, elle est très peu glorieuse, puisqu'il y a un conflit territorial avec le Pérou. Urbina, qui pourrait plonger des dettes et satisfaire ses créanciers, va céder des territoires à des entreprises américaines et anglaises, des territoires très à l'est. Et le général Castilla, qui est à la tête du Pérou, le pays voisin, lui voudrait récupérer ces territoires. Alors il y a une grosse antipathie entre Urbina, président de l'Équateur, et Castilla, le général Castilla, président du Pérou. Le Pérou étant plus costaud militairement, eh bien Urbina va rien trouver de plus idiot que de convoquer l'armée, donc de réquisitionner des soldats de manière forcée, de mal se comporter avec l'ambassadeur péruvien, et il va commencer petit à petit à rentrer dans une sorte de délire où il va vouloir s'octroyer des pouvoirs spéciaux pour forcer ses idées au peuple et aux autres. Alors il va y avoir beaucoup de débats, ça va lui être accepté puis refusé, etc. Et il va décider de ruser. Il va donc décider de devenir chef des armées. Et c'est Robles, un de ses affidés, qui va lui devenir, lui qui va siéger à la direction suprême de la guerre. Il avait aussi eu la mauvaise idée d'essayer d'organiser une révolution colorée au Pérou pour chasser le général Castilla, ce qui a aussi échoué. Sur sa lancée, le gouvernement Urbina et Robles va continuer ses exagérations. Ils vont même commettre des exactions, puisqu'ils vont commencer à commettre des meurtres, à commanditer des assassinats contre tous ceux qui le résistaient. Alors, certains militaires, certains civils, certains dignitaires du pays vont commencer à se coaliser et vont déclarer, évidemment en forme de protestation, un gouvernement provisoire. Alors ce gouvernement provisoire va être nommé de manière informelle, et ce seront Carrión, Gómez de la Torre et García Moreno qui ont été élus par le peuple et les dignitaires pour représenter ce gouvernement provisoire. Évidemment, ça va pas être accepté par les hommes en place, donc il va y avoir une guerre. Une petite guerre civile qui va se dérouler. García Moreno va prendre la tête d'un régiment de 1000 personnes avec très peu d'armes. Certains vont même avoir seulement des fourches. Et ils vont malheureusement, dans ce qu'on appelle la bataille de Tumbuco, perdre de manière héroïque certes, mais perdre de manière assez tragique contre les soldats qui étaient fidèles au gouvernement en place. Alors García Moreno a failli mourir plus d'une fois, il est tombé de son cheval, il était un peu blessé, et il a trouvé sur son chemin Ignacio Vintimilla, qui lui a donné son cheval, et il a réussi à s'enfuir. Alors en s'enfuyant, il va réussir à rejoindre le Pérou, où il va un petit peu se faire oublier parce qu'évidemment il était menacé de mort et d'assassinat. C'est le brave Carvajal
qui va s'occuper désormais de l'armée du gouvernement provisoire. García Moreno, une fois au Pérou, va quand même continuer de faire de la diplomatie. Il va rencontrer le général Castilla, il va essayer de régler le problème territorial, mais il va se rendre compte très vite que le général Castilla n'est pas intéressé, n'est pas honnête, il n'est pas intéressé par la paix, il veut simplement un gain territorial. Alors que tout semblait perdu et que l'armée du gouvernement provisoire n'avait pas beaucoup de territoire à sa disposition, eh bien, il va y avoir un rebondissement. C'est le général Franco, troisième larron au gouvernement, va passer un accord secret avec le général Castilla et va arrêter Robles et Urbina. Il va les déposer, il va les déporter à l'étranger et il va s'improviser des élections comme ça au mépris de toutes les lois et il va devenir président. Et le seul problème, c'est qu'en faisant ça, en même temps, Carvajal va motiver les troupes, il va recruter des gens dans les campagnes, et ils vont petit à petit marcher province après province. Ils vont prendre Quito, et ils vont prendre le reste du pays, sauf Guayaquil. Le gros des troupes du pays va rejoindre le gouvernement provisoire, va donc faire allégeance à Quito, et Franco, qui est acculé à Guayaquil, qui a magouillé pour se faire président du pays, va faire appel à des soldats péruviens pour garder son pouvoir. Donc cette fois-ci, l'Équateur qui a réussi à se débarrasser déjà de 2 tyrans, qui va essayer de se débarrasser du troisième, bien, va faire face à des soldats péruviens qui sont donc sur le sol équatorien dans le cadre d'une alliance entre Franco et le général Castilla. C'est évidemment une situation de guerre civile. Gabriel García Moreno va prendre ses responsabilités, il va décider de former une armée, d'entraîner le peuple, d'entraîner en tout cas beaucoup de soldats qui font partie du peuple qui n'étaient pas entraînés. Et pour ce faire, il va aussi pas avoir peur de mener la vie dure aux déserteurs, puisque chaque déserteur va être coupable, va être sujet à la peine de mort. Donc c'est évidemment, il y avait pas mal de rififi à l'intérieur des casernes. Ce qui va se passer, c'est que Franco, qui était un ex-général, donc qui connaissait énormément de gens, va soudoyer certains militaires pour arrêter García Moreno lors d'une visite. Donc Gabriel García Moreno va être arrêté. Il va être mis dans une prison, une sorte de prison, et les mutins vont commencer à aller dans les villages environnants et à se livrer à la débauche, à l'ivrognerie. Et c'est comme ça que, très peu protégé, García Moreno va parler à la personne qui le protège, va parler à d'autres soldats, et il va notamment en convaincre un en particulier de le libérer. Et il va lui parler et il va lui dire: « À qui donc as-tu fait serment de fidélité ?» Alors le soldat lui répond: « Au chef de l'État. » Et García Moreno va lui dire: « Le chef légitime de l'État, c'est moi. Tu me dois donc obéissance et fidélité. Tes officiers sont des rebelles et des parjures. N'as-tu pas honte de leur prêter main forte et de trahir ainsi ton Dieu et ta patrie ?» Alors, le soldat va tomber à genoux et va demander la grâce et va promettre de l'aider. Donc il va réussir à s'évader dans la nuit et il ne va pas dormir de la nuit. Le matin, il va traquer les mutins. Il va ramener du monde avec lui, il va traquer les mutins et il va trouver notamment le chef des mutins, le général Palacios. Il va l'arrêter et il va lui dire tout simplement: « Je te condamne à mort, tu as une demi-heure pour te préparer à la mort. Pas une minute de plus. » Alors il va faire ramener un prêtre, mais Palacios donc refusa de parler au prêtre, mais à l'heure fixée, il est tombé sous les balles du peloton d'exécution. Donc on voit que García Moreno, il peut être conciliant, il peut faire de la diplomatie, il n'est pas intéressé par l'argent, par les honneurs, par les hommages, mais il ne rigole pas, il ne plaisante pas avec les traîtres à la patrie et avec les mutins.
Le reste des mutins, devant ce tour de force, va véritablement être impressionnés. Ils vont finir par être réintégrés dans l'armée. Et cet épisode montre bien que la volonté d'un seul homme, la volonté politique et la volonté morale d'un seul homme avait suffi pour mater une rébellion. Et García Moreno va sortir grandi de cet épisode puisque son prestige va s'accroître à la fois au sein de l'armée, puisqu'il avait notamment été sur le front plusieurs fois. Il a géré cette rébellion, et aussi au niveau du peuple, puisque les soldats du peuple commençaient à être formés, on commençait à s'occuper d'eux, et évidemment, en tant qu'ancien professeur, étudiant, etc., il avait déjà un certain prestige chez les dignitaires du pays. On l'a vu, Franco va autoriser le déploiement de soldats péruviens sur son propre territoire et va entamer des négociations territoriales avec le général Castilla. García Moreno, lui, à la tête du gouvernement provisoire, va tout d'abord demander de l'aide à la France, c'est une chose qui va lui être reprochée bien plus tard, mais pas pour faire de l'Équateur une colonie, tout simplement pour que la France aide l'Équateur à ne pas tomber dans une guerre civile. Alors les négociations continuent, mais elles échouent. Elles échouent, et d'autant plus, deux provinces font allégeance à Guayaquil, la province de Cuenca et la province de Loja, qui elle est plus hésitante, qui va d'un côté ou d'un autre, selon les rétributions de chacun. Alors le colonel Léon va commencer à gravir la cordillère des Andes. Il va essayer de gagner encore plus de terrain, et du côté de García Moreno et du gouvernement provisoire, c'est le général Maldonado qui va s'occuper de l'armée du gouvernement soutenu par García Moreno. Alors sentant la défaite poindre, Franco va, via le traité de Mapasingue, vendre une partie du territoire au Pérou. Et sur ces entrefaites, García Moreno va tenter une dernière négociation avec Guillermo Franco. Il va lui écrire une lettre et va lui dire: « Général, le désir d'épargner le sang de nos frères me pousse à faire un dernier appel à votre patriotisme. La nation a fait des sacrifices très onéreux, mais absolument nécessaires pour défendre et son indépendance et l'intégrité de son territoire. Pour défendre votre cause, vous avez versé le sang équatorien afin d'empêcher une nouvelle effusion de ce sang au profit du lâche et perfide Castilla. Je vous propose un moyen honorable de terminer nos divisions. Comme moyen d'en finir, je propose pour vous et pour moi l'exil volontaire. Éloignons-nous tous les deux, laissons le pays, libre de toute pression étrangère, se constituer selon sa volonté et recueillir enfin le fruit amer de tant de sang répandu. La province de Guayaquil adhérera, comme celle de l'intérieur, au gouvernement provisoire, et une convention librement élue mettra un terme à nos malheurs. Si vous acceptez cette proposition, qui vous fournit le moyen d'assurer l'intégrité du territoire sans blesser votre honneur, je renonce à l'instant au pouvoir et je quitte le pays. J'aurais mauvaise grâce de vous demander un sacrifice si je n'étais disposé à vous donner l'exemple. En m'imposant pour le salut de la patrie cet exil volontaire, mon ambition sera pleinement satisfaite. Ainsi tomberont les misérables calomnies que vos journaux de Guayaquil entassent tous les jours contre moi. » Et loin d'être attendri par ce message de conciliation, Franco va même mettre en prison le messager de cette lettre. Alors là, à partir de ce moment-là, la guerre civile était inévitable, et deux événements vont précipiter la chute de Guillermo Franco. Le premier, c'est que le général Castilla, qui avait bien compris que la victoire morale allait véritablement être donnée à García Moreno, parce que le peuple commençait vraiment à en avoir marre de Franco, va enlever ses troupes. Il va garder véritablement tout simplement quelques petits régiments de rien du tout. Et le général Flores, conjointement, est revenu d'un peu de nulle part, décide de se joindre à García Moreno en mettant en avant ses qualités de général, ses qualités de guerrier, pour
échafauder un plan pour prendre Guayaquil. Alors la motivation des soldats va être assurée évidemment par García Moreno. Je vais vous citer quelques extraits d'un discours. Mes amis, c'est sur la division des gens de bien que les méchants fondent leur puissance. L'union et la concorde seront dans l'avenir la solide garantie de l'ordre et le plus sûr présage de la prospérité de la patrie. Ou encore, soldats, l'issue de la campagne n'est pas douteuse. Vous défendez la plus pure, la plus sainte de toutes les causes, la cause de l'indépendance nationale, de la justice et de la civilisation. Votre nombre a triplé depuis nos derniers combats. Vous avez à votre tête un général illustre, des officiers pleins d'intelligence et de bravoure, et par-dessus tout, vous pouvez compter sur la protection visible de la Providence. Flores et García Moreno et le général Maldonado vont mettre un mois à prendre Guayaquil, mais ils vont impressionner. C'est une guerre qui, dans l'histoire militaire de l'Équateur, va faire date, puisque personne n'aurait imaginé que des soldats viennent prendre Guayaquil, des soldats d'infanterie. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est protégé par un estuaire, qui a énormément de marécages et qui a énormément de forêts, qui est très difficile d'accès. Alors les soldats vont faire quelques gains et puis ils vont surtout devoir passer l'estuaire de la rivière Guayas, et certains vont passer 8 heures dans la boue pour franchir cette rivière, franchir ce fleuve, 8 heures dans la boue, plusieurs milliers de soldats, donc c'est pour vous dire un petit peu la difficulté de la tâche. Et par un hasard symbolique, la prise de Guayaquil aura lieu le 24 septembre 1860. Ça tombe la fête de Notre-Dame de la Merci, et García Moreno va déclarer il va décréter que pour remercier la mère du divin libérateur comme pour mériter son assistance dans l'avenir, l'armée de la République serait placée désormais sous la protection spéciale de Notre-Dame de la Merci, et chaque année, au retour de ce grand anniversaire, le gouvernement et l'armée assisteraient officiellement aux solennités de l'Église. Après avoir rempli son rôle à merveille au sein de l'opposition, Gabriel García Moreno va désormais penser à comment arracher son pays des griffes de 1789. Alors il va préparer les prochaines élections, et effectivement il a combattu jusqu'ici sous plusieurs formes, que ce soit en tant que journaliste, en tant que polémiste, en tant que membre de l'opposition, en tant que soldat. Cette fois-ci, il est bien décidé à changer les choses, à devenir président, et donc à mettre en place tout son programme. Alors, petite revue de la situation en 1860. Il a affaire à beaucoup d'ennemis, puisque non seulement au sein de son propre pays, mais son pays est assez petit. Autour de son pays, il y a des gouvernements qui sont hostiles à ses idées, que ce soit le Pérou avec le général Castilla, ou bien la Nouvelle-Grenade. À l'intérieur du pays, il y a ce qu'on appelle les radicaux, alors que ce soit des athées ou bien la plupart du temps des francs-maçons qui voient l'Église comme une ennemie. Il y a les libéraux qui, eux, voient la religion comme l'esclave de l'État, comme quelque chose qui n'est pas important et qui doit être subordonné à l'État. Et il y a aussi des ennemis au sein même de ce qu'on pourrait appeler les factions catholiques, c'est-à-dire il y a ceux comme García Moreno qui pensent que les droits de l'Église sont inaliénables, que l'Église doit primer, ou en tout cas faire partie du pays à travers le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des catholiques qui aiment l'Église, qui aiment Jésus, mais qui sont partisans du droit des peuples avant tout. Alors que va faire Gabriel García Moreno? Il va s'occuper premièrement de changer le système électoral. Il va s'y atteler, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va jusqu'à présent il y avait 3 provinces qui avaient le même nombre de députés. Alors il va changer les règles, et il va vouloir que chaque fraction de 20 000 personnes soit représentée par un député, et que donc les choses soient basées sur le nombre d'habitants, sur la population, et non sur le nombre de provinces. Et en faisant ça, ça va forcément faciliter
son accès au pouvoir, puisque la plupart des gens qui habitent à Quito et dans les campagnes auront plus d'importance qu'auparavant. Et là, il va y avoir quelques soubresauts, puisqu'il va commencer à avoir une forme d'opposition au sein même du gouvernement provisoire. Pedro Carbo, qui avait été élu gouverneur de Guayaquil, va s'insurger. Il y a aussi Flores qui va lui tenir tête. Et García Moreno va surprendre son monde. Il va aussi dire qu'il va tout simplement autoriser l'élection au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il va prendre les démocrates à leur propre jeu et il va élargir le mode de scrutin à l'élection au suffrage universel. C'est-à-dire que toute personne qui est équatorienne de nationalité et qui a plus de 21 ans va pouvoir voter. On va mettre à jour une conspiration qui va essayer de l'assassiner. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que les soutiens de García Moreno sont souvent des cerveaux fougueux, sont souvent des gens farcis d'idées américaines, d'utopies démocratiques, puisque la plupart ont déjà grandi dans une atmosphère assez démocratique, entre guillemets. Alors il va passer président intérimaire du Congrès en attendant les élections, et vous allez voir que ses intentions étaient nobles, puisque je vous lis un extrait du message de 1861. Le seul moyen de moraliser le pays est par l'énergique répression du crime et par l'éducation solide des jeunes générations, de protéger la sainte religion des ancêtres et de réaliser des réformes que ni le gouvernement ni les lois ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Et à la suite de ce discours, il va donc vouloir doter l'Équateur d'une constitution catholique. Et dans ce projet de constitution, eh bien, il y aurait un article comme quoi la religion de l'État et le catholicisme à l'exclusion de toutes les autres. Il va aussi s'opposer au Congrès, il va s'opposer au système fédéral qui était un petit peu en vogue, donc le système suisse ou le système américain, qui était en vogue en Amérique du Sud, et il va forcer, ou en tout cas il va aider à faire en sorte que son pays reste uni et non pas coupé en différentes provinces relativement autonomes. Alors, il y a un mécanisme anti-tyrannie qui va être mis en place, justement pour éviter les soucis des présidents précédents, c'est-à-dire un abus de pouvoir manifeste. Alors le souci avec ça, c'est qu'on ne peut pas réprimer. C'est-à-dire que García Moreno aurait bien aimé réprimer tous les bandits, tout le monde, mais il est quand même un petit peu pieds et poings liés. Il n'a pas toute la latitude qu'il aurait aimé avoir. Petit à petit, après quelques mois, eh bien, les élections se déroulent et il va être élu à l'unanimité par tous les députés, sauf Pedro Carbo, qui lui, évidemment, était complètement opposé à ses idées, et malheureusement qui était gouverneur de Guayaquil. Et au départ, il va refuser, et puis il va vouloir des garanties. Donc il va demander à ce qu'on accepte au moins 2 points pour qu'il se présente, pour qu'il accepte son poste de président. Eh bien, il va vouloir que la province de Guayaquil soit réduite en 2 pour réduire son influence. Et il va aussi vouloir que la réforme électorale dont on a parlé soit appliquée de manière officielle, mais aux prochaines élections évidemment, puisque là il venait d'être élu par le Congrès. Alors il y a eu beaucoup de tergiversations, ça a été fait, et ensuite García Moreno prend le pouvoir, il annonce son programme. D'abord réorganiser les finances, réorganiser l'armée, réorganiser l'instruction publique, et aussi, chose qui paraissait complètement folle à cette époque-là, construire une route entre Guayaquil et Quito, ce qui est véritablement extrêmement difficile, et il y a même beaucoup de gens qui pensaient que c'était quelque chose de très fantaisiste et de complètement utopique. Alors malgré tout, c'est un beau succès, puisque dans les conditions décrites précédemment, il n'avait pas beaucoup de latitude et il arrive quand même à devenir président et à imposer quelques politiques qui vont dans le bon sens.
En 1861, il est donc élu. Il va procéder à un véritable nettoyage des écuries d'Augias. Il va non seulement se battre contre le népotisme, mais aussi contre le favoritisme, mais aussi contre le banditisme administratif, tout ce qui est de l'ordre de la corruption, tout ce qui est de l'ordre de la spéculation lorsqu'on est à un poste assez influent. Et pour lui, le pouvoir n'était pas une façon, n'était pas un instrument, pardon, de jouissance, c'était un instrument de bienfaisance, c'était à travers le pouvoir qu'on pouvait améliorer la société. Alors il n'y a pas un budget excellent, puisqu'il n'y a pratiquement aucune agriculture, il n'y a très peu d'entrepreneuriat, il y a très peu d'honneur, il y a très peu de bonnes choses en Équateur à cette époque-là. Et malgré tout, le pays est au bord de la banqueroute. Donc, avant d'avoir une administration qui puisse lui permettre de faire des bonnes choses, et avant d'avoir plus de revenus pour son pays, d'investir, de développer le pays, il va tout simplement réduire son salaire par deux. En tout cas, il va donner une moitié de son salaire dans le trésor public, et il va réduire toutes les dépenses de l'État. C'est-à-dire que s'il y a une association, où il y a quelque chose, où il y a un crédit, un prêt à donner, il faut que ce soit sérieux, sinon il ne le donne pas. Et il va aussi faire une épuration des agioteurs illégitimes, des tricheurs, des corrompus, autant qu'il peut, mais surtout dans la fonction publique. Alors, il va opérer un vaste audit des finances publiques, quelque chose qui était, il n'y avait pratiquement pas de livre de compte, hein, même les ministres de l'administration précédente disaient que c'était impossible. Et il va aussi s'occuper de l'armée comme il l'avait promis, donc il va d'abord désarmer une rébellion, puisqu'on va encore organiser une rébellion contre lui, et il va véritablement s'imposer vis-à-vis de l'armée comme un chef qui n'a pas de faiblesse, qui est vraiment un chef fort. Mais il va se faire évidemment beaucoup d'ennemis, que ce soit dans l'administration ou dans l'armée. En ce qui concerne l'instruction publique, comme on l'a dit, l'école est toujours la première cible des révolutionnaires. Et bien, lui, il va faire l'inverse. Il va créer deux nouvelles universités, à Guayaquil et à Cuenca. Et la majorité des professeurs seront des jésuites. Des jésuites, si vous vous souvenez bien, il les avait ramenés lui-même quelques années auparavant. Pour tout ce qui est hôpitaux, il va confier la direction à des sœurs, à des bonnes sœurs. Et pour tout ce qui est prison, il va confier la direction et en tout cas l'administration à des religieux. Après s'être attaqué à la partie émergente de l'iceberg, à l'administration, à l'éducation, bien García Moreno va surprendre son monde et il va vouloir négocier un concordat avec le Saint-Siège. Alors malheureusement, la situation au départ est très mauvaise puisqu'il y a ce qu'on appelle un droit de patronage. Le gouvernement peut nommer, il s'agit d'une usurpation, hein, puisque le gouvernement peut nommer des conciles nationaux, peut convoquer des conciles nationaux, des conciles provinciaux, il peut ouvrir, il peut fermer des monastères, et il peut décider des frontières des diocèses. Évidemment, il va nommer les évêques et les curés. Il a aussi ce qu'on appelle le droit à l'exequatur, c'est-à-dire qu'il peut refuser la publication de bulles pontificales ou il peut les accepter s'il veut. Alors évidemment, il y a aussi la mainmise sur les biens en tant que représentant d'une idéologie révolutionnaire, c'est pas du tout surprenant. Et on est donc dans une suprématie de l'État sur l'Église. L'Église est subordonnée à l'État. Il s'agit donc d'un dogme maçonnique très clair. Alors si vous pensez que j'exagère un petit peu, je vous remémore les mots de saint Anselme. Dieu n'aime rien tant que la liberté de son Église. Pour ce concordat, García Moreno va faire appel à un jeune prêtre, Ignacio Ordóñez, qui va donc être envoyé au Vatican, et c'est au Vatican qu'il va rencontrer Monseigneur Tavani et Pie IX.
C'est en 1863 que va être signé au son du Te Deum le Concordat dans plusieurs villes d'Équateur. Après des longs moments de négociation, puisqu'il y a eu un article, ou en tout cas une demande qui avait été refusée au départ par Pie IX, García Moreno a donc décidé de ne rien appliquer, c'était tout ou rien. Et devant cette détermination, Pie IX a finalement cédé sur ce point-là. Alors, plutôt que de vous parler en détail des recommandations, je vais plutôt vous lire le compte-rendu, en tout cas une reproduction presque textuelle du Concordat. La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État, à l'exclusion de tout autre culte ou de toute société condamnée par l'Église. Elle y sera conservée perpétuellement dans son intégrité, avec tous ses droits et prérogatives, conformément à l'ordre établi par Dieu et aux prescriptions canoniques. Autre point, l'instruction à tous les degrés se modèlera sur les principes de l'Église catholique. Les évêques auront seuls le droit de désigner les livres dont on fera usage pour l'enseignement des sciences ecclésiastiques et de celles qui intéressent la foi ou les mœurs. De plus, ils exerceront avec une pleine liberté le droit qui leur appartient de proscrire les livres contraires à la religion et à la morale. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction de pareils livres dans la République. Quant à l'université, au collège, aux écoles primaires, les évêques, investis par Dieu du droit de veiller sur la doctrine et les bonnes mœurs, en auront la haute inspection. Autre point, le souverain pontife ayant juridiction dans toute l'Église, évêques et fidèles pourront communiquer librement avec lui, sans que les lettres ou rescrits pontificaux soient soumis à l'exéquatur du pouvoir civil. Les évêques jouiront d'une pleine liberté dans l'administration de leur diocèse, ainsi que dans la convocation ou la célébration de synodes provinciaux ou diocésains. Autre point, l'Église exercera sans entrave son droit de posséder et d'administrer ses biens. Le fort ecclésiastique sera rétabli dans son intégrité. Les causes des clercs sont dévolues à l'autorité ecclésiastique sans qu'on puisse appeler aux tribunaux séculiers. Les appels comme d'abus sont et demeurent supprimés. Autre point, l'Église accorde au président de la République le droit de présentation aux évêchés et aux curés. Les évêques désigneront au président 3 candidats parmi lesquels il devra faire son choix dans un délai de 3 mois. Passé ce temps, la nomination appartiendra au Saint-Siège. Ce sont pratiquement tous les droits d'antan qui vont être rétablis d'avant la Révolution. Et Monseigneur Tavani va féliciter García Moreno, je cite, de sa piété profonde envers le Saint-Siège, de son zèle ardent pour les intérêts de l'Église catholique, et l'exhorte à favoriser de toutes ses forces à la pleine liberté de cette épouse du Christ, ainsi que la diffusion de ses divins enseignements, sur lesquels repose la paix et la félicité des peuples. Ignacio Ordóñez, lui, de son côté, va déclarer que le Concordat allait fournir au monde une nouvelle démonstration de l'unité catholique, du soutien mutuel que doivent se prêter la tiare et l'épée, et les liens indestructibles qui unissent la Rome éternelle à la terre privilégiée de l'Équateur. Nous sommes aussi à un moment où Pie IX a des soucis avec Garibaldi, avec Cavour, avec les Italiens, en tout cas le Risorgimento, c'est-à-dire l'unification maçonnique de l'Italie, et il va donc s'adresser à Pie IX. Je vous prie de transmettre au Saint-Père nos sentiments de reconnaissance et de lui faire savoir que nous, équatoriens, catholiques de cœur et d'âme, ne sommes ni ne pouvons être insensibles aux attaques dirigées contre le Saint-Siège et sa souveraineté temporelle. Cette indispensable condition de sa liberté et de son indépendance aussi bien que du repos et de la civilisation du monde. Si la force nous manque pour élever un rempart de fer contre l'impiété et l'ingratitude des uns, la lâcheté et l'indifférence des autres, il nous appartient au moins d'élever la voix pour condamner le crime et d'étendre la main pour signaler le criminel. Unis plus étroitement à lui en ces temps de calamité, au sommet des Andes comme sur les rives de l'océan, nous prions pour notre Père. Nous demandons que Dieu mette un terme aux maux qui l'endurent, avec l'intime et consolante conviction que ces jours d'épreuve passeront bientôt, car si la force dispose du présent, Dieu, lui, se réserve l'avenir. Ce concordat va donc propulser García Moreno au rang de libérateur, pratiquement, puisque
il va libérer son peuple, puisqu'il va lui rendre, en tout cas rendre à son peuple le gouvernement de Dieu. Donc ça le place peut-être, hein, on peut évidemment en discuter, mais au moins au rang des Saint-Louis ou des Charlemagne, hein, théoriquement. On peut aussi noter que le concordat de Garcia Moreno n'a rien à voir avec le concordat d'un Napoléon qui avait fait des promesses solennelles et puis qui ensuite avait garrotté un petit peu l'Église. Ceci étant dit, en Équateur, il y a quand même des problèmes avec le clergé et Garcia Moreno va opérer une régénération du clergé, va en tout cas nettoyer le clergé. Alors il y avait beaucoup de péchés qui étaient commis, il y avait beaucoup de clercs qui n'étaient pas corrects, et il va convoquer un concile avec l'archevêque de Quito, et dans ce concile, à la fin de ce concile, il va être décidé l'obligation de remettre en vigueur toutes les lois canoniques relatives aux mœurs et à la discipline, de réprimer les scandales. Il va aussi obliger les clercs d'observer les rites de la Sainte Liturgie et d'exécuter sincèrement les articles du Concordat pour que tout soit véritablement fait. On trouvait à cette époque-là grosso modo 3 problèmes principaux. Beaucoup de religieux étaient très pusillanimes. Le deuxième problème, c'est que beaucoup étaient dans les apparences, dans les faux-semblants, étaient un petit peu pharisiens. Et le troisième était que beaucoup demandaient de l'argent, profitaient de cette situation pour demander de l'argent, mais pour ne pas faire grand-chose en retour. Et à ce propos, petite anecdote, quand Garcia Moreno a demandé à ce que tout le monde soit châtié, que tous les mauvais prêtres soient châtiés, devant le refus d'un archevêque, ou en tout cas devant ses contestations, il s'est écrié et qu'importe, il faut sacrifier sa vie si Dieu le veut, pour l'honneur de son Église. Je ne souffrirai pas, sachez-le bien, que personne manque à son devoir. Donc cette réforme va aussi être centrée sur le fait de rétablir les tribunaux ecclésiastiques, donc ce qui va largement améliorer le comportement du clergé, mais aussi sur la suggestion de Pie IX, multiplier les évêchés a été quelque chose qui a véritablement amélioré le clergé, puisque on a changé un petit peu la carte des diocèses, on a ramené plus d'évêques, et il y a aussi eu une réforme du clergé régulier. Donc il y a beaucoup de moines qui profitaient un petit peu de leur vie monastique pour, entre guillemets, ne rien faire, ou ne pas être très zélés, ou trouver un point de chute. Et il y en a beaucoup qui ont été remplacés par des frères européens qui ont été amenés par la papauté. Et cette régénération du clergé va mettre en lumière la différence entre les réformateurs et les révolutionnaires. On a donc les réformateurs qui veulent traduire les coupables vers l'Église. On a des réformateurs qui ne veulent pas que le clergé dispose de biens de l'Église sans leur assentiment. Et du côté révolutionnaire, on acclame le moine prévaricateur, on proscrit les vœux de la religion et on pille les biens du clergé. Effectivement, vous vous doutez que toute cette régénération du clergé ne va pas être bien accueillie par les ennemis de Garcia Moreno. Alors, on a les libéraux qui vont l'accuser de manque de patriotisme parce qu'il a fait venir des moines étrangers. On a des radicaux qui, eux, commencent à se dire mais tous les efforts de la révolution vont être retournés, donc c'est un danger. Et on a les prêtres, entre guillemets, indolents ou en tout cas défroqués, qui eux vont parler d'intolérance dans des discours un petit peu bizarres. Voilà. En tout cas, Gabriel Garcia Moreno ne reculera pas face à la pression. Il sait qu'il va être maudit, mais un petit peu à l'instar de Saint Grégoire VIII ou de Charles Borromée, il va tenir bon et il va laisser les gens le critiquer et il va passer cette réforme et il va régénérer le clergé.